Donc je vais commencer par vous parler un peu de sélection naturelle. Et je vais essayer de parler plutôt du cadre théorique dans lequel on travaille en biologie évolutive, particulièrement en ce qu'on appelle génétique des populations. Donc je vais essayer de redéfinir tous les termes. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de ne pas trop me perdre dans les détails techniques des différentes choses. Si jamais il y a un point qui n'était pas clair, bien sûr, c'est tout à fait valide de lever la main en disant on n'a pas compris du tout. On peut rediscuter, il n'y a pas de problème, on avancera tranquillement. Alors, je ne suis pas extrêmement légitime à vous parler de la vie des animaux ou des bêtes, puisqu'en fait je ne travaille pas directement avec eux. Je fais surtout de l'analyse de données ou de la modélisation, donc ça sera un tout petit peu plus abstrait, mais ceci dit, on peut parler du cadre théorique sans aller dans les détails techniques de la théorie, juste pour avoir une idée dans quelle façon on approche cette question de sélection naturelle en biologie et en particulier en évolution moléculaire. Donc le fil rouge, c'est cette place de la sélection naturelle dans l'évolution moléculaire, avec une partie un petit peu historique, une partie du statut actuel, et puis comment on peut se projeter sur... En fait, il est en train de se passer quelque chose, probablement là, donc comment ça va évoluer notre façon de voir la sélection naturelle. Voilà. Alors, d'abord, peut-être on va discuter 2 secondes de ce que c'est que l'évolution moléculaire. Donc l'évolution moléculaire, il y a deux facettes qu'on peut distinguer. C'est d'abord l'étude de l'évolution des molécules en elles-mêmes, par exemple, comment évolue le génome au cours de la spéciation de certaines espèces. Est-ce qu'il devient plus grand, plus petit, se casse en chromosomes? Bon, il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a un autre aspect qui est peut-être plus proche de ce dont je vais parler aujourd'hui, qui est on va utiliser ce matériel génétique comme marqueur de l'évolution des espèces. Donc en fait, l'objet d'étude n'est pas le génome, ce n'est que l'outil qui nous permet d'accéder à notre centre d'intérêt. Alors, classiquement, les gens coupent les échelles évolutives en deux, les petites échelles et les grandes échelles, donc petit micro-évolution. Donc ça, c'est des échelles de temps qui se situent de l'ordre de quelques milliers, dizaines de milliers de générations. Et on s'intéresse surtout à ce qui se passe au sein d'une espèce, comment une espèce évolue sur des échelles de temps raisonnables. Voilà. Et puis ici, aussi en évolution moléculaire, les gens s'intéressent aux relations qui existent entre les espèces. Donc ça nous emmène dans des échelles de temps beaucoup plus lointaines, dont je ne vais pas du tout parler aujourd'hui. Donc moi, je vais parler plutôt de ça, voilà, cet aspect-là. Et de la génétique des populations en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est que juste petit aperçu historique, mais j'y reviendrai d'où vient la génétique des populations. Alors, on peut dire que ça a à peu près 100 ans, puisqu'on peut dater le début de, disons, 1920. On peut discuter des détails, mais l'essor, c'est autour de 1920. Et aujourd'hui, on est presque en 2020, donc ça fait à peu près 100 ans. Il y a eu plusieurs rebondissements que je vais essayer d'aborder. De façon intéressante, cette discipline, elle est née à une époque où il y avait très peu d'observations. Donc les gens ont beaucoup travaillé. Alors ceci dit, il y avait des observations, mais il y avait très peu d'observations. Et au niveau moléculaire, il y avait 0 pointé, puisqu'on ne savait même pas quel était le support de l'information. En fait, ils savaient déjà que c'était des chromosomes, mais ils n'avaient aucune idée des séquences d'ADN. Et donc ça a été beaucoup tourné autour des modèles mathématiques, avec comme classiquement dans la modélisation, 2 approches. Une approche dite déterministe. Déterministe, c'est-à-dire que si on spécifie un état de départ, on peut prédire l'état d'arrivée. Et la sélection naturelle, elle émarge tout à fait dans ça. Et puis, c'est mêlé à une approche plus stochastique, et on reviendra dessus, donc ce qu'on appelle la dérive génétique. Les données qu'on traite dans cette discipline typiquement, ce sont des morceaux de génome qu'on va appeler des locus en français, qui a la propriété sympathique de ne pas être vraiment défini ce que c'est qu'un locus. C'est un morceau de génome, bon,
dont on ne connaît pas vraiment la taille, dont on n'a pas envie de spécifier les détails. Et ce qui nous intéresse en génétique des populations, en évolution moléculaire, c'est surtout quand il peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire chez différents individus, admettons on étudie un gène, et il va avoir différentes formes chez différents individus de la même espèce. Voilà. Donc ce sont ce qu'on appelle des locus homologues, donc chez différents individus. Le cadre de pensée générale, il est représenté dans ce petit schéma ici. On ne s'intéresse pas comme en génétique, disons, standard ou médicale, à un pédigré à quelques individus. On s'intéresse ici au pool génétique qui est porté par l'ensemble des individus d'une population. Et là encore, population, on se garde bien de définir ce que c'est une population. C'est un ensemble d'individus qui peuvent échanger du matériel génétique entre eux. D'accord ? Donc c'est une approche très réductionniste. On simplifie les organismes, on ne regarde que le matériel génétique qu'ils portent. Et puis, comme je vous ai dit, il peut avoir plusieurs formes. Alors dans ce schéma-là, on a un pool génétique dans lequel il y a certains individus qui sont coloriés en noir, donc qui porteraient un allèle de couleur noire, certains qui porteraient un jaune ici, puis d'autres en blanc. Et on va essayer de s'intéresser à comment va évoluer ce pool génétique au cours du temps. Donc par exemple, ici, vous voyez, les blancs sont en train de disparaître et les jaunes sont en train de se multiplier dans ce pool génétique. Hein. Les forces qu'on met en présence pour étudier ça, typiquement, ce sont celles-là, donc la sélection naturelle, dont on va beaucoup reparler. La mutation, on peut imaginer qu'à certaines étapes de temps apparaissent des nouveaux individus, par exemple, un peu plus tard pourrait apparaître un individu bleu, et on va s'intéresser sur, dans le pool génétique, que va devenir cet individu bleu, quoi. La dérive génétique, alors ça c'est le processus stochastique, c'est un processus d'échantillonnage, je reviendrai dessus de façon un peu plus détaillée plus tard. Et puis, bien sûr, on fait une liste, mais c'est jamais exhaustif. Les populations naturelles, elles sont structurées, ça veut dire que tout le monde ne se mélange pas avec tout le monde. Ne serait-ce qu'en général, on a tendance, avant l'invention de la bicyclette, à se croiser avec les gens qui habitent pas trop loin. Alors chez les organismes vivants qui se déplacent très peu, ils ne se dispersent pas beaucoup, ils se croisent avec ceux qui sont à côté, donc ça crée de la structure. De la démographie, les populations elles peuvent croître, décroître, elles peuvent avoir toute une histoire démographique. Alors, je vais juste faire un tout petit balayage historique et vous m'excuserez d'avance, je vais faire des sauts temporels. Donc c'est l'idée de ces petits dessins qui sont là. L'idée c'est juste de brosser rapidement la place de la sélection naturelle dans ce cadre de travail. Alors, et la génétique des populations, c'est ce que je vous disais, elle est née dans les années 20-30. Et il y a trois personnes qu'on fait classiquement, dont on donne le titre classiquement de fondateur de la génétique des populations. Et l'un d'entre eux, c'est Ronald Fisher, que vous connaissez soit probablement pour ses travaux en biologie, soit pour ses travaux en statistique. Donc, c'est l'école des biométriciens, hein, Pearson, tous ces gens-là, voilà. Alors, lui, il a écrit ce livre en 1930, assez difficile à lire, et c'est anglais très soutenu, qui s'appelle, donc on voit bien la place de la sélection naturelle à cette époque-là dans la pensée des gens, le livre s'appelle « La théorie génétique de la sélection naturelle ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire très clairement, le centre d'intérêt à cette époque-là, 1920-1930, c'est d'expliquer ce que va faire la sélection naturelle dans ces populations. On parle déjà de gènes, on parle déjà de locus, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un gène et un locus. Ceci dit, en parallèle, quand on regarde les travaux de Morgan, en fait, ils savent déjà ce que c'est les chromosomes qui portent l'hérédité, d'accord, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une séquence d'ADN, par exemple. Hein. Voilà, donc on s'intéresse à ces populations d'allèles. Et évidemment, on ne voit pas, ça c'était l'intérieur du livre, mais ce que je voulais vous montrer, le théorème fondamental de la sélection naturelle, voilà, c'est exactement ça, c'est qu'est-ce que va faire la sélection naturelle sur ces poules de génétique d'individus qui portent des chromosomes, comment on va alors, lui il va avoir une approche très
très méthodique de la question, et c'est extrêmement rigoureux, les écrits de Fisher. Il a une petite tendance à ne pas donner ses démonstrations, donc les gens vont mettre beaucoup de temps, des décennies parfois, à remontrer que tout ce qu'il a fait était vrai, et il n'y a absolument aucune erreur. Voilà. Parfois, c'est un peu trop trivial pour donner la démonstration. Le problème, c'est que les autres ne sont pas capables de la retrouver. Mais finalement, on les a tous retrouvés et tout va bien. Il ne s'est pas trompé, nulle part. Un autre donc c'est un Anglais, hein, c'est un Anglais de l'école des biométriciens. Un autre personnage très important dans les fondateurs de génétique des populations, c'est un Américain qui est intéressé par les questions de breeding, de croisement, il fait des croisements, quoi, voilà, comment on peut améliorer, un agronome un peu, je dirais, voilà. Et donc c'est Sewell Wright. Alors lui, il a une vie intéressante parce qu'en fait sa vie couvre quasiment tout l'avènement de la génétique, vous voyez, depuis 1900 jusqu'aux époques récentes. Donc lui, il a été témoin vraiment de tout ce qui s'est passé. Alors, il a fait des livres, mais postérieurs, qui sont plutôt des compilations de travaux théoriques à destination des chercheurs, mais il n'y a pas vraiment de livre comme le livre de Fisher qui veut mettre sur la table un concept en particulier. Alors, j'ai mis deux papiers très célèbres de lui. Le premier, c'est le gros pavé là, qui s'appelle Evolution in Mendelian Populations. Et là encore, là on ne voit pas malheureusement, mais la plupart des lignes s'intéressent à l'effet de la sélection naturelle sur ces poules génétiques. Et puis, il est aussi le père de ce qu'on appelle les paysages adaptatifs, donc qui sont l'équivalent des paysages énergétiques en physique, c'est-à-dire on a une configuration, un individu est vu comme une configuration de plusieurs gènes qui portent plusieurs formes. Par exemple, le gène A, il est de couleur noire, le gène B, il est bleu, le gène C, il est jaune, et on va s'intéresser à l'assemblage de ces choses-là, quelle est la valeur d'adaptation que ça va pouvoir porter. Donc ça a fait nombreuses descendances dans la littérature. Encore aujourd'hui, les gens travaillent sur les paysages adaptatifs. Donc là encore, paysage adaptatif, la sélection naturelle, c'est l'objet central d'étude. Alors il y a une sous-section de ces chapitres qui parle des processus stochastiques dans cet article, mais c'est vu comme une curiosité plutôt qu'un moteur principal. De la nuisance, en fait. C'est vu comme de la nuisance par rapport à la sélection naturelle qui veut optimiser l'adaptation des organismes à leur environnement. Enfin, le dernier personnage, c'est Haldane. Donc lui, alors là, on voit peut-être un peu mieux. Variation within species, natural selection, what is fitness? Donc voilà, fitness, sélection naturelle, c'est encore une fois, c'est exactement ça qui intéresse les gens à ce moment-là. Alors Haldane, il a une carrière intéressante. Il était en Angleterre et puis, je dirais, à moitié de sa carrière, il est parti en Inde faire de l'enseignement là-bas. Donc la deuxième partie de sa carrière a laissé moins de traces. Ceci dit, ça fait partie des gens qui avaient un esprit de synthèse très très fort. Il a amené beaucoup de choses. Voilà. Donc encore une fois, quand on regarde tous les écrits de cette époque-là, les gens s'intéressent à comment la sélection naturelle va nous permettre d'expliquer. Par exemple, regardez, les papillons, comment ils se miment les uns les autres, c'est ça le centre d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est que la sélection naturelle? Je me suis dit que j'allais faire un petit dessin. Donc, on imagine qu'on s'intéresse à une population d'individus et qu'on regarde la fréquence de certains variants dans ces populations. Dans mon petit dessin du début, par exemple, les noirs, les blancs ou les jaunes, quelle fraction de la population ils représentent? Et ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que si un variant avantageux arrive dans une population, eh bien la sélection naturelle va tendance à propager ce variant dans la population, et donc il va être de très basse fréquence, il va monter à la fréquence de 1. Donc ça veut dire quoi? Si on a un nouveau mutant qui arrive, il semble être plus en adéquation avec son environnement, et au fur et à mesure des générations, eh bien c'est lui qui va remplacer toute la population résidente. Donc on a ces vagues-là. Et donc on voit un peu l'évolution comme des successions de remplacements de variants avantageux par un nouveau variant avantageux, une sorte de course éternelle où il y a adaptation infinie. D'accord. Alors là, je vous ai mis un dessin très simple où on imagine simplement les variants, soit ils sont positifs, soit ils sont négatifs.
Donc s'ils sont négatifs, ils sont perdus de la population. S'ils sont positifs, ils sont propagés dans la population. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont tout de suite compris que c'était compliqué. Il y a d'autres patterns de sélection. Alors, un exemple qu'on aime bien, c'est la sélection dite sexuelle. Alors, l'exemple emblématique, c'est la queue du paon. On imagine que la queue du paon, ce n'est pas très pratique pour se cacher des prédateurs, mais ça a la préférence des femelles. Alors, de plus en plus, les femelles préfèrent des queues de paon toujours plus grandes. Donc, il y a un coût un peu absurde à développer des caractères sexuels qui permettent la parade. Mais comme en fait sont choisis par les femelles en fonction de leur queue, eh bien, c'est ce caractère qui envahit petit à petit l'espèce. Il y a d'autres formes de sélection qu'on dit balancées. C'est-à-dire, ce sont des formes de sélection qui vont maintenir de la diversité. Puisque ce que vous voyez ici, c'est que chaque mutation qui arrive, si elle est désavantageuse, elle est purgée hors de la population, donc elle s'en va. Si elle est avantageuse, elle est fixée dans la population, et à la fin du processus, on a à nouveau perdu la diversité. Donc ces processus de sélection, ils ont tendance à purger la diversité au sein des populations. Donc ça, c'est important. Alors, il existe des formes de sélection qui, en fait, maintiennent de la diversité. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de ça. Mais je veux juste dire que ça a été déjà noté tout de suite qu'il existait de la sélection qui permet de maintenir la diversité. Alors, dans les années 40-60, il y a ce qu'on appelait la synthèse moderne de l'évolution. Donc, je pense que le terme vient du livre de Huxley. Donc Huxley, c'est la même famille que tous les Huxley que vous devez connaître. Voilà, qui a été promu par un certain nombre de gens, de backgrounds en évolution très différents. Il y a des paléontologues, il y a des botanistes, il y a des généticiens. Ils se sont mis d'accord pour faire une sorte de synthèse des connaissances à cette époque. Et à nouveau, j'ai été regarder ça, c'était assez marrant, sur Wikipédia, il n'y a pas de trace de processus stochastique là-dedans, il n'y a que la sélection naturelle. Donc, même dans les années 40-60, ce qui explique le monde, les questions intéressantes, ce sont les questions qui ont trait à cette place de la sélection naturelle, pourquoi les papillons se ressemblent, pourquoi toutes ces questions-là, voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose quand même, qu'on doit absolument noter, c'est dans les années 70, c'est qu'on a commencé à réaliser qu'en fait, quand on regardait à l'échelle moléculaire, il y avait une diversité très très forte entre les individus. Une diversité qui était tellement forte qu'on avait du mal à simplement admettre que le processus important, c'était la sélection naturelle. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit, c'est que la sélection naturelle, ça a tendance à purger la diversité. Si on observe de la diversité, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aurait des mutations qui deviendraient tout le temps remettre de la diversité dans ce pool génétique, puisque dès que la sélection naturelle agit, on purge la diversité. Et les estimations de taux de mutation qu'il fallait mettre pour pouvoir expliquer cette diversité devenaient intenables, en fait. Donc on s'est dit, bon, bah, ça doit dire probablement que les variants qu'on observe, ils ne sont pas sélectionnés ni positivement ni négativement, ils sont là, ils sont neutres. D'avoir la couleur verte, jaune, noire ou blanche pour le gène X, ça ne change rien en fait. D'accord ? Et donc ça permettrait d'avoir de la diversité résidente dans ces populations. Alors, les tournants, c'est ces articles-là, en général, qu'on cite. Donc, vous voyez, c'est tout début des années 70. Et je dirais, l'artisan le plus fort de cette idée que les variants sont neutres, les variants génétiques qu'on observe sont majoritairement neutres, c'est un Japonais qui a fait sa thèse aux États-Unis, puis qui est revenu au Japon, et qui s'appelle le Moto Kimura, qui a travaillé beaucoup sur les modèles mathématiques de génétique des populations et beaucoup sur la place de la sélection en génétique des populations, donc il sait très bien de quoi il parle, hein. Et puis qui a passé la deuxième partie de sa carrière, à partir de 1970, à essayer de promouvoir cette idée que, en fait, les variants qu'on observe, ils ne sont pas soumis à sélection.
Et il a écrit un livre, 1983, qui est un petit peu le chant du cygne, hein, qui est vraiment la fin de carrière, où il va passer tous les débuts de ses chapitres en disant « Oui, je sais bien que la sélection existe, c'est pas la peine, j'ai bien compris ça. C'est pas ça mon point. Ce que j'essaye de dire, c'est que les variants qu'on observe dans les espèces, ils sont neutres. C'est pas que la sélection naturelle n'existe pas. Les variants qui sont délétères, ils sont tout de suite purgés de la population. Les variants qui sont positifs, ils sont tout de suite fixés dans la population. Donc, ce qu'on observe, les différences entre les individus, c'est ni les délétères, ni les avantageux, ce sont les autres, quoi. Et puis, c'est assez bien fait, ça se lit très bien, ça. Alors, bon, je me suis dit que j'allais mettre une photo de Kimura, quand même. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a toute cette idée de voici son argumentaire sur pourquoi. Évidemment, il y a des chapitres qui disent « j'ai bien compris que la sélection existait ». Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui sait tout à fait de quoi il parle. C'est assez remarquable d'avoir des gens qui ont une carrière moitié mathématique, développement extrêmement pointue, et puis qui, à moitié de carrière, arrive à basculer, à faire une synthèse, je dirais, plus générale du cadre conceptuel dans lequel on travaille. C'est très rare. C'est pour ça que je pense que c'est important de mentionner quand même l'existence de ce personnage. Voilà, alors comment ça marche s'il n'y a pas de sélection naturelle? Qu'est-ce qui se passe avec ces variants neutres? Alors ces variants neutres, eh bien, comme les variants soumis à sélection, ils apparaissent par hasard un jour dans la population par mutation. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont La fréquence de ces variants va dériver dans l'espace des possibles, c'est-à-dire entre 0 et 1. Et il va tendance à monter ou descendre. Alors par exemple, ici, vous voyez, il y a un variant qui est apparu, qui est monté à presque 20% et puis qui disparaît après. D'accord ? Là, un autre variant apparaît, il monte. Et puis certains de ces variants, par chance, je vais revenir un tout petit peu en détail de comment ça marche exactement, par chance vont passer de fréquences très très faibles à on va envahir l'ensemble de la population. Ce qui est très important de noter, c'est que même quand ils envahissent, l'échelle de temps à laquelle se produit cet envahissement est sans commune mesure, c'est très 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 lent, ce qui fait qu'on a le temps de les observer à l'état polymorphe. Contrairement à ce schéma que je mettais ici, où finalement ces temps dans lesquels il y a du polymorphisme sont très très courts. Pour voir un variant sélectionné à l'état polymorphe, on a une toute petite fenêtre de tir, donc en général on ne les voit pas. Ici, dans cet autre modèle, cette fenêtre de temps est très longue, c'est de l'ordre de 2 fois la taille de la population, 100 000 individus, 2 fois 100 000 individus, fois le temps de génération, vous voyez que ce n'est pas du tout la même échelle de temps. On peut observer des organismes. Alors, à quelle heure j'ai commencé? 20. Donc j'ai fait la moitié là, c'est ça? Ça c'est bien, j'ai attaqué les 4 premières diapos. C'est pas grave. Alors, on ne peut pas parler de sélection, donc ce qui est aujourd'hui devenu le modèle de référence, c'est ce modèle de dérive génétique dont je vais vous en parler un tout petit peu de comment ça marche. Alors, le paradigme dans lequel on travaille, c'est celui-là. On a des organismes, on réduit les organismes dans une approche affreusement réductionniste complète où on oublie tous les organismes, on s'intéresse que à leur matériel génétique. D'accord? Et ce qu'on va dire, c'est qu'il y a une certaine diversité de ce matériel génétique. Qu'est-ce qui augmente cette diversité? Eh bien, c'est les nouveaux mutants qui apparaissent par des erreurs de copie de l'ADN ou il y a beaucoup de discussions en ce moment sur d'où viennent les mutations, elles peuvent venir d'ailleurs, mais enfin bon, il y a des variants qui apparaissent. Et puis ce qui purge la diversité, c'est la dérive génétique et elle se situe à une échelle très très lente, donc on a le temps de voir les variants. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dérive génétique? Ça c'est important de le préciser. Dans le modèle, dans sa description la plus simple, c'est une population de taille fixe, finie, donc qu'on nomme grand N souvent pour la taille, dans lequel il n'y a pas de sélection, qui a une taille constante, et dans lequel on va faire l'hypothèse pour l'instant qu'il y a une panmixie stricte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut descendre de n'importe qui, il n'y a pas de structuration géographique, de structuration comme ça. Okay, on imagine que c'est un grand sac où tout le monde est mélangé et on suit simplement les variants au cours du temps. Alors, si tous les individus, comme la population est de taille constante et qu'il n'y a pas de sélection,
tous les individus ont la même chance, donc en moyenne, chaque individu a un descendant, puisqu'il faut que la taille soit constante au cours du temps. Et puis, c'est un processus d'échantillonnage, donc en fait, on va décrire ça à l'aide de lois de probabilité. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les lois de probabilité, par contre, je vais vous mettre un petit dessin d'une réalisation de ces processus de dérive qui sont assez éclairantes. Alors, comment ça se passe? On imagine que le temps va de la gauche sur la droite, d'accord? Et que chaque barre ici, ce sont la population à un certain temps donné, d'accord? Donc, ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individus à une génération. À chaque génération, tous les individus meurent. Bon, pourquoi pas? Et ils sont remplacés par la génération suivante. Okay? Et on veut avoir comme règle que chaque individu a en moyenne un descendant et que tout le monde ait la même chance. Donc, une des façons de spécifier ça, c'est de dire, en fait, ça serait comme si chacun des descendants choisit aléatoirement son parent à la génération d'avant. Donc ça ne se passe pas comme ça dans la nature, c'est sûr. Ce n'est pas les enfants qui choisissent leurs parents. Mais si on veut appliquer cette règle d'égalité et d'avoir une descendance en moyen, c'est une des façons de les spécifier. D'accord? Donc par exemple, cet individu-là, il a pour parent celui-là. D'accord? Chaque fois que je mets une petite trait comme ça veut dire c'était mon parent. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est un modèle où chaque génération succède à une autre génération, donc des générations non chevauchantes. Tout le monde meurt, tout le monde est remplacé par une nouvelle génération. Et on transmet son matériel génétique à la nouvelle génération avec ces règles-là. Alors ça, c'est une vraie réalisation, en fait, c'est une vraie réalisation du processus que j'ai faite et que j'ai redessiné. Et ce qu'on peut voir, vous voyez, c'est qu'il y a certains descendants qui, tout de suite, ne laissent pas de descendants. Donc si, par exemple, lui, il était colorié en bleu, la génération d'après, il n'a pas de descendants, plus de bleu. Et il y a d'autres descendants, il y a d'autres... celui-là, par exemple, il va avoir une descendance, mais finalement, sur le long terme, hop, ça a disparu. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que finalement, il n'y a qu'une seule ligne de descendance qui va persister à l'infini dans ces modèles-là. Et par exemple, regardez, ici, ce qu'on va avoir, c'est que si on s'intéresse à cet individu et qu'on suit toute sa descendance, ce qu'on va voir, c'est qu'au bout d'un moment, ce trait vert qui est ici, tous les individus de ce trait vert, en fait, ils descendent de celui-là. Donc c'est un modèle où il n'y a qu'une seule lignée qui persiste au cours du temps. Et puis cette lignée, elle va fonder l'intégralité de la population au cours du temps. D'accord? Donc ce n'est pas déterministe parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance quel est l'individu qui va fonder l'intégralité de la population. Par contre, c'est garanti qu'il y en a un qui sera le père de tout le monde plus tard. Voilà. Alors, on a pendant des années étudié ce modèle vers l'avant, exactement comme je viens de le faire, c'est-à-dire on choisit un individu et puis on suit sa descendance qui envahit la population. Voilà, dans plusieurs exemples. Et donc, en fait, on a suivi, comme les schémas que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez, par exemple, ici, il n'y en a qu'un, puis ici, maintenant, ils sont 2, ils sont 3, 4, ils passent à 4. On suit la fréquence du nombre de ces individus au cours du temps. Et effectivement, ils se fixent et ils se remplacent les uns les autres. Depuis les années 80, on a regardé exactement le même modèle, mais à l'envers. Et cette fois-ci, on s'est dit, on va plutôt échantillonner tous les individus à un moment donné et on va regarder leur ancestralité. D'accord? C'est le même modèle, mais au lieu de le regarder vers l'avant, on le regarde vers l'arrière. Voilà. Alors, la littérature de modélisation autour de ce modèle, c'est vraiment extrêmement généreux et extrêmement foisonnant. On a calculé beaucoup de choses sur ces choses-là, on les maîtrise très bien. Et le paradigme dans lequel on travaille aujourd'hui, c'est celui-là, c'est de dire que en fait, ce modèle-là représente une certaine forme de réalité, où la nature échantillonne, bien sûr elle n'échantillonne pas, mais il y a un certain nombre le nombre d'individus est fini. Chaque personne, par hasard, donne des descendants ou n'en donne pas, et ça fait varier les fréquences des allèles au cours du temps, et c'est ça le cadre théorique dans lequel on travaille. Vous voyez qu'il n'y a aucune place pour la sélection naturelle ici, puisqu'on a retiré toute idée que les personnes avaient un nombre de descendants différents en fonction de leur couleur de cheveux, par exemple. Bon, alors je prends les couleurs de cheveux, mais voilà. Je vais sauter ça, voilà. Ça, je vais sauter aussi. Pardon, hop. Alors. Je ne vais pas sauter tout.
Sous ce modèle-là, on peut calculer une sorte de parenté entre les individus, une parenté stochastique, c'est-à-dire on imagine que c'est ce que je vous disais, on échantillonne des individus à un temps donné, et on peut remonter leur généalogie dans le temps et essayer de voir ce qu'elle est. On peut la caractériser, c'est un processus aléatoire, donc on peut caractériser la distribution de cet arbre, c'est-à-dire qu'est-ce qui vaut en moyenne, combien de temps il faut remonter dans le passé pour trouver un ancêtre commun entre deux individus. Ça, c'est des questions vraiment très, très typiques. Donc, il y a eu plein de calculs faits, et ce qu'on peut montrer, c'est que entre deux chromosomes pris au hasard dans une population sous ce modèle-là, il y a une certaine diversité qui est attendue, qui vaut 2 fois la taille de la population, fois le taux de mutation. Alors, le cadre dans lequel on travaille, après on regarde la diversité qu'il y a le long des génomes, et on voit des choses comme ça. Donc ça, on imagine que c'est un chromosome, d'accord ? Et ça, c'est la diversité qu'on observe le long du chromosome, et vous voyez, typiquement, ce qu'on observe, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire la diversité, il y en a un peu plus à cet endroit-là, un peu moins à cet endroit-là, il y a une certaine variation. Et il y a des endroits où il n'y a pas de diversité. Et puis après, ça revient, il y a de la diversité. Alors, comment on lit ce graphique-là? Donc ça, c'est les expériences que les gens adorent faire. On prend plein d'individus, on séquence, on regarde la diversité entre les individus le long du chromosome, et on va chercher ces endroits-là. Alors pourquoi on va les chercher, justement? C'est parce que ces endroits sont différents de la ligne de base de diversité qu'il y a le long du génome. Comment on lit ça? On imagine que cet endroit-là, c'est justement un endroit qui n'est pas neutre, mais qui a été sélectionné. C'est-à-dire que pour cet endroit-là, à un moment donné, et je vais revenir au premier schéma là, que j'ai fait, celui-là, cet endroit-là, il a subi un événement sélectif qui a nettoyé toute la diversité à cet endroit-là. Un variant avantageux est apparu, et à retirer toute la diversité de cet endroit-là. D'accord? Voilà. C'est ça. Ce qu'on imagine, donc c'est ce que j'ai essayé de dessiner ici, là, c'est que ça, c'est l'histoire normale qu'on a partout dans le génome. Donc, il y a ce processus stochastique qui est très très lent, okay, mais qui a beaucoup de variance, ce qui fait que parfois on se ressemble plus ou moins. Et puis, à certains endroits du génome, il y a eu un variant bénéfique qui est apparu, qui a envahi toute la population, donc pour cet endroit-là précis du génome, il n'y a plus de diversité. Et c'est ça qui fait la réduction ici. Et pour les endroits qui sont intermédiaires entre la ligne de base et l'endroit où il y a eu le balayage sélectif, ils ont été affectés modérément par cet événement de sélection. Modérément, pourquoi ? Parce que cet endroit-là est à côté d'un endroit qui a été sélectionné. Et comme vous savez, les chromosomes sont physiquement liés, tous les morceaux sont physiquement liés. Donc il y a une influence, s'il se passe quelque chose à un endroit, ça va influencer tout ce qui se passe lié génétiquement à cet endroit. Je ne sais pas si on aura le temps de revenir à ça, mais disons c'est des situations intermédiaires, quoi. Alors en fait, si vous faites... Vous regardez la diversité le long de génome de n'importe quelle espèce, typiquement, on trouve des choses comme ça, et les gens se sont trouvés le jeu favori d'aller chasser ces endroits-là pour dire ce locus-là, il a été soumis à la sélection. Donc vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé la sélection naturelle comme une exception à la règle. Ouais. La règle générale, c'est il n'y a pas de sélection naturelle, mais certains endroits dans le génome sont soumis à sélection naturelle, et c'est ceux-là qu'on va aller regarder. Donc vous voyez, par rapport aux années 20-30, c'est complètement différent. On a un cadre non sélectif dans lequel, bien sûr, la sélection existe, mais elle joue un rôle, je dirais, mineur dans l'explication de la diversité. Donc je m'arrête à pile, hein, c'est ça, il reste 10 minutes. Alors, chez les humains, les endroits qu'on peut attraper, c'est les fameux exemples de la lactase. Alors ça, vous ne savez pas, non? Bon. Donc la lactase, c'est une enzyme qui dégrade le lait, qui est présente chez les nourrissons et jeunes enfants, qui permet de digérer le lait maternel, typiquement. Et en général, les adultes, chez la plupart des espèces, ne boivent pas de lait. Hein. Donc chez les humains, c'est la même chose. Cependant, on a remarqué, dans certaines populations, dont les populations européennes,
qu'à cet endroit-là, il semble qu'il y a eu une mutation avantageuse, et cette mutation avantageuse, elle permettrait de digérer le lait à l'état adulte. Ça a été mis en relation avec la pasteurisation, l'apparition de l'agriculture chez les humains. Le fait de pouvoir boire le lait des vaches qu'on avait à côté nous permettait de vivre mieux, même en cas de disette. Donc ça aurait été un variant avantageux. Bon, cette histoire, elle est très jolie, elle a évidemment des problèmes, mais on va pas trop rentrer là-dedans. Oui, il y a eu des problèmes notamment quand ils ont commencé à séquencer les Gaulois et qu'ils ont vu qu'en fait, eux, ils ne pouvaient pas digérer le lait. Donc, bon, on était embêtés. Mais bon, c'est quand même une histoire qu'on aime bien raconter. Une autre histoire qu'on aime bien, c'est les systèmes immunitaires. Typiquement, les systèmes immunitaires, c'est des endroits qui sont particulièrement exposés à réagir aux pathogènes et qui se trouvent être des endroits où il y a une trace de sélection très forte aussi. Voilà, on peut faire une liste, mais en fait, la liste n'est pas très très longue. Le nombre de régions comme ça qui a une dépression de diversité est assez faible dans le génome humain. Voilà. Alors, un point que je voudrais aborder, c'est ce concept tout à fait intéressant qu'utilisent les généticiens des populations, dont moi-même, qu'on appelle la taille efficace. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps à expliquer ce que c'est que ça. Et je pense que c'est un exemple tout à fait intéressant de l'absurdité dans laquelle on peut se projeter, c'est-à-dire on a un cadre théorique de travail qu'on ne peut plus lâcher puisqu'on a fait tout notre travail là-dessus. Alors même s'il est faux, on va essayer de se raccrocher à quelque chose où finalement on va lui donner du sens. Mais en fait, je pense que ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui se sont posé cette question, mais est-ce qu'on peut évaluer la pertinence du modèle neutre ? Il y a eu beaucoup, au moment où le modèle neutre a été proposé, il y a eu beaucoup de débats et de gens qui étaient complètement opposés à l'idée que ce modèle neutre allait expliquer la diversité. Alors, je vous ai mis deux points, j'en discuterai qu'un aujourd'hui. C'est, est-ce que ce modèle neutre rend compte de la diversité entre les individus ? Puisqu'on a dit que s'il y avait de la sélection naturelle, il n'y avait pas assez de diversité, il faudrait mettre des taux de mutation trop grands, ça n'a pas de sens. Donc on a été obligé d'invoquer la dérive génétique. Mais maintenant, moi, je propose l'exercice inverse. Je dis, admettons que la dérive génétique est vraie. Quelle est la diversité qu'on devrait obtenir chez les espèces ? Est-ce qu'elle est compatible avec ce qu'on observe, finalement ? Alors, pendant longtemps, on n'a regardé qu'un petit morceau dans le génome, c'est-à-dire le gène X, on le regarde chez plein d'individus. Le problème, c'est que sous ce modèle, il y a une très 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 grande variance du processus, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas rejeter sur la base d'un seul endroit dans le génome ce modèle neutre, on n'y arrive pas. Mais depuis quelques années, maintenant, on séquence des génomes complets. Donc, on n'a pas un seul endroit dans le génome, on a tout le génome. On a séquencé plein d'humains, plein de bovins, plein de ce qu'on veut, on séquence tout, et puis plus on attend, plus les secondes passent, plus il y a des génomes qui se déposent dans les bases. Donc, on peut commencer à réinterroger vraiment cette question avec beaucoup plus de données. Alors, qu'est-ce que c'est que cette taille efficace ? Alors, c'est ce que je vous ai décrit. Ici, j'ai un modèle qui est ma façon de voir le monde. D'accord ? Ma façon de voir le monde, c'est que la population est de taille constante, il n'y a pas de sélection, il y a une panmustique stricte. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si je prends 2 chromosomes au hasard dans la population, l'échelle de temps pour lequel je vais trouver un ancêtre commun, c'est à peu près la taille de la population. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez 100 000 individus dans la population, il faudrait que je remonte en arrière environ 100 000 générations pour trouver un ancêtre commun entre 2 bouts de chromosomes homologues dans la population. Okay, ça, c'est le monde des modèles. Et là, on peut calculer plein de choses. Alors, la diversité moyenne entre des individus, c'est 2 fois la taille de la population fois le taux de mutation. Voilà. Et puis, ça, c'est le monde des modèles. Et puis, il y a le monde réel qui est dehors, celui où on ne sait pas comment ça se passe, mais on aimerait bien savoir. Et là, c'est un monde où évidemment, il y a de la sélection, il y a de la taille variable, il y a de la structuration, de la démographie. Si vous pouvez penser à quelque chose de compliqué, vous pouvez parier que c'est dedans aussi. Donc, il y a plein de choses qui se passent, okay, qui sont complètement différentes du modèle. Et ce qu'on va appeler la taille efficace, en tout cas ce que je vais appeler la taille efficace ici, c'est le temps qu'il faut pour trouver un ancêtre commun entre 2 bouts de chromosomes pris dans une population réelle. D'accord ? Il ne s'agit plus d'un modèle, il s'agit de la réalité. Bien sûr, je séquence 2 bouts de chromosomes
parmi les humains, je n'ai pas de photo de ce qui s'est passé il y a 400 000 ans. Donc je ne sais pas combien de temps il faut remonter. Mais par contre, ce que je sais, c'est combien il y a de différence entre ces deux bouts de chromosomes. Et comme je sais combien il y a de mutations qui se produisent à chaque génération, je peux régler mon petit problème. J'ai plus qu'une équation à une inconnue. Je tourne le problème, je connais la diversité, je connais le taux de mutation. Alors je peux estimer le temps qu'il faut pour trouver un ancêtre commun entre deux individus. Et ça, je vais appeler ça la taille efficace. Si ce modèle avait un sens parfait, ces deux nombres devraient être complètement égaux. D'accord? Alors ça, c'est une question qui se pose depuis longtemps, en fait, même depuis le début, on a commencé à générer des données à l'échelle populationnelle. Donc les pionniers de ça, c'est Richard Lewontin et Haby, 1966. On a mesuré la diversité dans les populations. Et puis ça continue, pour des raisons diverses et variées. 2003, là, ils ont estimé la taille efficace fois le taux de mutation. Vous voyez, alors vous ne voyez pas, mais il y a des bactéries ici. Il y a des eucaryotes vertébrés, il y a des plantes. Alors ça continue. 2012, encore une revue. On estime la diversité chez tout un tas d'espèces et tout un tas de machins. Alors, très très vite, ça a été noté. Tiens, c'est marrant, la diversité, elle n'augmente pas linéairement avec la taille du nombre d'individus qui existent dans la population. Il y a un truc qui ne va pas. Et une des personnes qui n'était pas complètement emballée par la théorie neutraliste, Lewontin, a tout de suite mis ça sur la table en disant là, il y a peut-être un souci. Pourquoi la diversité, elle n'augmente pas avec le nombre d'individus dans une espèce, alors qu'elle devrait si le modèle était vrai. Alors moi, je vous ai juste mis quelques chiffres. Alors, je mets l'homme en premier parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est comme espèce. Donc on est 7 milliards, mais c'est peut-être 8, je ne sais plus, entre les deux. Et si on regarde la taille efficace, le nombre de générations qu'il faut remonter en arrière, eh ben, ce n'est pas tout à fait de l'ordre du milliard, c'est de l'ordre de 10 000. Si je regarde les gorilles, aujourd'hui ils sont 10 puissance 5, mais la taille efficace c'est 1000. Donc là j'ai encore un facteur 100. Et puis alors j'ai des exemples intéressants. La drosophile, là je ne parle que d'espèces échantillonnées dans la nature. Eh bien, il faudrait remonter 1 million de générations en arrière, mais combien il y a de drosophiles? 1 million, c'est probablement... Il y en a probablement plus qu'1 million dans un seul verger en plein été, quoi. Donc je ne sais pas combien il y en a dans le monde en entier, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. Alors on peut trouver des exemples tout à fait intéressants. Ça c'est une bête... c'est un... Comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Bon, ça vit en Antarctique. C'est Promachocrinus carli. J'ai des petits trous, comme je le disais tout à l'heure. Ça ressemble à une étoile de... Bon, c'est pas grave. C'est une bête qui vit dans l'Antarctique, de la famille des étoiles de mer. Là, j'ai calculé la taille efficace, j'ai 10. Non, mais 10 individus dans l'Antarctique, n'importe quoi, pas possible. Alors, les bactéries, c'est de plus en plus intéressant. Coli, qu'on aime bien. La taille efficace de coli dans la nature, c'est 10 puissance 8. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans 1 millilitre de culture, il y en a déjà 10 fois plus. Combien il y en a sur la planète, je ne sais pas, mais certainement sans aucune mesure avec cette 10 puissance 8. Quoi. Alors, le HIV, j'avais pas mal travaillé à l'intérieur d'un patient. On regarde la taille efficace de cette bête à l'intérieur d'un patient et on trouve 1000, mais en fait, des virus, il y en a 10 puissance 10. Donc là, pareil, il y a un facteur de 10 millions à expliquer qui manque. Moi, je veux bien qu'on discute d'un facteur de 100, de 10, et je veux bien aller jusqu'à 1000. Mais quand on arrive à 10 millions, c'est un peu difficile à passer sous le tapis en disant « Oui, mais ça marche bien, regarde, j'ai qu'à mettre 1000 au lieu de 10 puissance 10 et mon modèle, il marche très bien. » Moi, je ne suis pas complètement convaincu. Alors, pourquoi cette taille efficace elle n'a aucun sens, elle n'a pas de relation avec la taille du nombre d'individus. Alors, si on parle avec les neutralistes purs et durs, ils vont vous dire bah, ça, c'est la démographie qui fait ça, c'est parce que les humains, avant, ils étaient moins nombreux. Ouais, je suis sur la fin. Les humains, avant, ils étaient moins nombreux, donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ok, les humains étaient moins nombreux, mais et toutes les autres bêtes du monde aussi, elles étaient moins nombreuses avant. Est-ce que toutes les bêtes qu'on voit, elles sont toutes en croissance partout de toutes les espèces du monde? Ça, je ne sais pas. Alors, une explication possible, je vais sauter toute la démographie, ça aussi, hop, c'est celle-là.
C'est un modèle intéressant, et donc j'en parle parce que ça remet la sélection naturelle un petit peu plus au devant de la scène aujourd'hui, ça serait celui-là. Est-ce que la plupart des variants sont neutres? Ça, c'est à peu près OK. Les variants qui apparaissent dans les enzymes, les protéines, probablement, ils ont un effet. Tous les variants qui apparaissent dans des séquences non codantes, non fonctionnelles sont neutres. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Le modèle marche comme suit. On imagine qu'on a un bout de génome qui est neutre, d'accord, qui code à rien, qui n'a aucune fonction. Mais, comme je vous l'ai dit, il est toujours lié physiquement. Le génome, c'est linéairement, physiquement, c'est des molécules qui sont liées, à des locus qui sont sous sélection. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut se dire, peut-être que les événements de sélection qui se passent dans ces gènes, même s'ils sont dispersés un petit peu partout dans le génome, ils pourraient affecter la diversité à ces locus neutres par un mécanisme qui est comme suit. Ici, je suis uniquement le locus neutre, d'accord, puisque comme je vous l'ai dit, les locus sélectionnés, ils sont transitoirement polymorphes et après ils sont fixés, je les perds, je ne les vois jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis ce locus neutre, et pour tous ceux qui sont très très proches du locus sélectionné, effectivement, imaginons que ça, c'est le dernier variant avantageux qui est apparu à ce moment-là et qui envahit la population. Si tout le monde a hérité de ce variant avantageux, ça veut dire que tout le monde a pour ancêtre commun ce variant avantageux. Donc tout cela, c'est ceux qui en fait sont directement hérités de ce variant avantageux, qui ont été liés génétiquement avec lui. Mais comme en fait la liaison génétique, elle n'est pas parfaite, alors ça je ne vous en ai pas du tout parlé, mais ça vient de ce qu'on appelle la recombinaison, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a un petit mélange en fait entre les deux génomes des parents, ce qui fait qu'il y a un certain lien génétique dans la transmission, mais il y a une petite mosaïque aussi. Et cette mosaïque, elle fait quoi? Elle découple l'histoire de ces deux locus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dernier événement de sélection, tous les locus neutres qui, à cette époque-là, étaient encore liés avec celui-là, ils repassent par le variant bénéfique, mais les autres, eux, ils ne sont pas affectés par ça. Par contre, encore avant, potentiellement, ils étaient liés à ce locus sélectionné. Et donc, en fait, ce qui ferait cette parenté entre les individus, ça n'a rien à voir avec de la dérive génétique, ça peut être en fait des événements de sélection naturelle, et avec un petit peu de recombinaison entre les deux. Donc les variants sont bien neutres, mais ce qui crée la parenté entre les variants, ça serait peut-être la sélection naturelle. Alors, ce type de modèle, je pense qu'il s'applique extrêmement bien à tout ce qui est micro-organismes, typiquement, c'est ce que je vous disais. Pourquoi il y a une si pauvre diversité dans E. coli alors qu'il y a un si grand nombre d'individus? C'est probablement des explications comme ça qui tiennent. Et alors là, on est en train d'assister à une sorte d'explosion de l'application de ce modèle-là, ou variation sur ce modèle, qui est en train de remettre finalement la sélection naturelle au devant de la scène, même pour expliquer la parenté entre les individus. Voilà, je crois que je m'arrête là. Merci beaucoup. Maintenant, tu as été très rapide sur les taux de recombinaison. En dire un peu plus, parce que c'est un paramètre très important, les taux, leurs valeurs et leurs variances. Alors, tu veux dire dans le dernier modèle là, dont je parlais? Celui-là? Oui. De façon générale. Alors, les taux de recombinaison. Oui, je vais en parler ici parce que c'est important. C'est à quelle vitesse se casse à quel taux se casse cette liaison génétique entre les deux Attends, j'ai fait un lapsus. J'ai dit taux de recombinaison? Oui. Ah non, je voulais dire taux de mutation. Ah oui, oui. Comme tu me parles de recombinaison, je saute sur la recombinaison. Hein. Tu l'as très bien expliqué. D'accord. Oui, alors, les taux de mutation On a quelque chose de formidable maintenant, c'est qu'on peut les estimer directement à partir des données. Donc comment on fait ça? Chez les humains, ils font ça très très bien. Ils séquencent les deux parents et l'enfant, et même le petit-enfant maintenant. Ils ont 3 générations. Donc les taux de mutation, bien sûr, il y a une certaine variance, mais on peut estimer leur moyenne et même leur distribution à l'aide de ces études de trio. Donc chez les humains, c'est de l'ordre de 10-8, la moyenne, je veux dire, 10-8 par base et par génération. Chez les organismes de type HIV,
qui sont hyper mutables, on monte à 10-5. Cependant, même avec des taux de mutation aussi grands que 10-5, tu ne peux pas expliquer la diversité du HIV au sein d'un patient. Donc, il faudrait avoir des taux de mutation qui sont intenables au vu des observations pour expliquer la diversité